Bonjour Nicolas Best. Bonjour Monsieur Samary. Merci de nous accueillir ici au CHU de Nîmes. Rappelons-le, vous êtes le directeur général de l'établissement nîmois. Donc je voulais bien évidemment au nom de l'ensemble de notre rédaction vous remercier pour cette journée dédiée sur Objectif Garde du CHU et permettre à nos lecteurs de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à la Covid dans cet établissement, les malades que vous recevez et comment votre personnel est organisé pour les prendre en charge et tout le travail que vous avez pu mettre en place en termes d'organisation. Également, on va en parler dans quelques instants. Je voudrais également rassurer nos lecteurs sur le fait que nous sommes à très grande distance, tous les deux, pour cet entretien et c'est la raison pour laquelle nous avons donc retiré nos masques il y a quelques instants. Mais c'est la première question que je voulais poser, monsieur le directeur. Est-ce que le centre hospitalier de Nîmes est prêt pour affronter cette deuxième vague, puisqu'on y est, ça y est? Alors, nous sommes d'autant plus près que nous avons organisé les prises en charge sur 3 niveaux. Le niveau de l'hospitalisation conventionnelle au sein du service de maladies infectieuses qui est passé de 15 à 55 lits ces derniers jours. Et nous avons à ce jour 20 lits disponibles dans ce bâtiment. D'accord. Nous sommes également prêts sur les soins critiques, c'est-à-dire la partie de prise en charge lorsqu'il y a une détresse respiratoire de ces patients, en réanimation et dans un niveau complémentaire original de prise en charge sous oxygénothérapie mais sans intubation, qu'on appelle une technique de type OptiFlow. Et nous avons créé dans ce secteur 20 lits supplémentaires. Et enfin, nous avons, pour compléter l'ensemble de la chaîne, renforcé le secteur des urgences qui prend en charge des patients en haute densité virale et à l'autre extrémité du parcours des patients, créé des secteurs de soins de suite et réadaptation au sein du CHU et sur le territoire nîmois, en partenariat avec d'autres structures de soins de suite, ce qui fait que le global capacitaire supplémentaire dédié à la prise en charge des patients Covid approche les 100 lits et qu'à ce jour, nous avons la moitié de ces lits potentiellement disponibles pour un rebond croissant et continu de ces prises en charge. En tant que directeur de l'établissement, je vous la pose aussi simplement, est-ce que vous êtes inquiet ? Alors, nous sommes inquiets, bien entendu, comme l'ensemble des opérateurs de santé hospitaliers, et le professeur Delacoussé a eu l'occasion déjà de vous expliquer l'ensemble des préventions qui s'appliquent, ce d'autant que nous sommes dans une situation très particulière d'un point de vue géographique, entre deux grandes agglomérations qui font l'objet depuis hier soir, comme vous le savez, d'un couvre-feu, afin de limiter la propagation et la vitesse de réplication du virus. Donc cette situation géographique particulière est évidemment inquiétante. En même temps, nous avons au CHU effectivement développé les capacitaires, les recrutements et les stratégies de prise en charge qui permettent d'accompagner et d'anticiper jour après jour ces prises en charge et cette recrudescence de la pathologie. Est-ce que ce mode d'organisation est un mode d'organisation qu'on retrouve dans d'autres départements en France ? Je vous pose cette question parce que avant la première vague, au mois de mars dernier, le CHU avait été distingué également au niveau national sur la mise en place d'un service d'accueil dédié pour les malades du Covid, bien avant qu'effectivement on soit confinés, etc., et qu'il y ait toute cette situation. Est-ce que ce mode d'organisation, c'est un mode d'organisation qui est spécifique au CHU de Nîmes, ou est-ce que c'est quelque chose qui est inspiré de d'autres établissements dans d'autres départements ? Il n'est pas spécifique au CHU de Nîmes. Cependant, comme les équipes médicales l'ont déjà exprimé à plusieurs reprises, les équipes médicales soignantes sont rompues à des exercices de gestion de crise sanitaire, notamment pandémique. Par ailleurs, les stratégies de prise en charge que j'évoquais ont été accompagnées de développement de nouvelles unités d'hospitalisation avec ces techniques. Je parle de l'OptiFlow, c'est-à-dire de l'oxygénothérapie, avec 20 lits dédiés. Et ça, c'est effectivement assez original. La stratégie elle-même de traitement par oxygénothérapie pour éviter l'intubation est un des enseignements de la première vague. Entre mars et juin, le dogme était une intubation, une prise en charge par ventilation invasive systématique. Ce n'est plus le cas et cet enseignement est national. En revanche, sa conséquence locale, c'est qu'on a accompagné ces stratégies de prise en charge de capacitaires nouveaux
Qui dit nouvelles unités, dit capacité à recruter des paramédicaux dans une situation de pénurie d'emplois qualifiés d'infirmières, mais d'infirmières spécialisées en soins critiques et en réanimation. Et là, effectivement, le CHU est dans une situation favorable puisque nous avons pu recruter plus de 50 soignants pour la seconde vague, infirmières et aides-soignantes, à la fois pour ce secteur qui prend en charge les patients sous Optiflow, pour le renforcement du secteur des urgences, pour le renforcement du bâtiment dédié au service des maladies infectieuses qui passe encore une fois de 15 à 55 lits, et pour le déploiement de 20 lits de soins de suite avec des techniques là aussi respiratoires de prise en charge en soins de suite, qui est une structure labellisée par l'Agence régionale de santé. Et ce qui est original, c'est qu'on a pu pousser les structures dans leur capacité simultanément sur ces 3 pans de prise en charge: les soins critiques, l'hospitalisation en médecine infectieuse et les soins de suite. Et l'originalité d'avoir pu jouer sur cette triple partition et que du coup les durées de séjour des patients en réanimation, c'est la question que j'allais vous poser effectivement, sont écourtées parce qu'en sortie de réanimation, ils ont une structure comme les maladies infectieuses et ensuite, après avoir été stabilisés, une structure de soins de suite dédiée. Ce qui fait que le parcours du patient entre ces nouvelles stratégies thérapeutiques plus légères et moins invasives que celles mises en œuvre entre mars et juin. Qui laissent moins de séquelles aussi. Et voilà, et les moindres séquelles et l'hospitalisation en soins de suite sur des unités dédiées sur le site et avec nos partenaires sur le territoire, nous avons pu fluidifier ces prises en charge. Et donc, un patient qui séjourne en réanimation 1 semaine au lieu de 3 semaines sur la première période. Donc, effectivement, permet de libérer un lit 3 fois plus vite. Et donc, ça veut dire qu'avec le même nombre de lits, vous prenez en charge 3 fois plus de patients. Et oui, bien évidemment. Ça veut donc dire, parce que c'était là aussi la prochaine question, mais vous y avez finalement assez bien répondu, c'est... Aujourd'hui, est-ce qu'on est saturé au service réanimation de Nîmes? Parce qu'on entend ici ou là qu'on va l'être bientôt, qu'on ne sait pas trop. Finalement, ce que vous êtes en train de nous dire ce matin, et c'est plutôt rassurant à ce stade, c'est que ce n'est pas le cas. À ce stade. À ce stade, bien sûr. Il faut comprendre que cette vague, elle n'est pas linéaire. Nous avons des rebonds et des retours de croissance, même si la tendance évidemment est en croissance continue. Nous avions par exemple la semaine dernière 75 patients atteints de la Covid-19 et nous sommes aujourd'hui à 65. On voit bien que ces variations autour d'une tendance linéaire nous font dire que tous ces lits supplémentaires que nous avons armés nous permettent d'absorber les hypothèses formulées par l'Institut Pasteur jusqu'au pic du mois de décembre. Oui, finalement, vous êtes prêts, y compris dans le cadre de secousses un peu inattendues qui pourraient arriver avec une accélération éventuellement d'entrée en hospitalisation. Il ne faut pas être péremptoire, on n'est jamais assez près. Mais on a un capacitaire avec ces 20 lits supplémentaires que nous avons créés encore ce lundi au service des maladies infectieuses et avec les lits en soins critiques que nous continuons à armer puisque des personnels soignants supplémentaires vont prendre leur fonction début novembre, pour avoir effectivement une marge selon le taux de réplication du virus qui nous amène jusqu'au mois de décembre normalement. Mais encore une fois, ce virus a une vitesse de reproduction totalement imprévisible et les modèles de l'Institut Pasteur sont revus chaque semaine parce que précisément les hypothèses sur lesquelles il est construit, ce modèle prédictif, varient elles-mêmes. Oui, on en parlait cette semaine d'ailleurs dans les journaux au niveau national sur finalement l'Institut Pasteur qui avait fait peut-être des prévisions qui étaient trop pessimistes et qui effectivement les a revues ces dernières semaines parce qu'effectivement la situation n'était pas si dramatique que ça, mais à la fois on se rend compte quand même qu'aujourd'hui on est dans une vraie seconde vague et qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qui va se passer sur le mois de novembre et sur le début du mois de décembre. Exactement. 2 dernières questions très rapidement. La première, parce que là aussi nos lecteurs se posent la question, est-ce que vous avez démarré des déprogrammations sur d'autres interventions qui hors Covid où ce n'est pas le cas et aujourd'hui on continue à traiter aussi les autres sujets au CHU de Nîmes? Depuis le déconfinement, depuis début juillet, l'objectif central du CHU de Nîmes est de maintenir les activités programmées. Derrière ce mot qui circule dans les médias de déprogrammation, il y a des pertes de chance, des morbidités supplémentaires, des détresses humaines.
une personne âgée qu'on a déprogrammée pour une prothèse de hanche en avril, qu'on reprogramme en septembre, qu'on déprogramme en septembre, et dans une instabilité chronique et une prise en charge qui peut aboutir à des détresses personnelles tout à fait rédhibitoires, et par ailleurs, des opérations qui ne sont pas urgentes au mois de mars le deviennent en juillet-août, et c'est la raison pour laquelle, depuis début septembre, nos activités opératoires sont totalement saturées sur les 24 salles de bloc opératoire par ces activités programmées. Donc l'objectif central, c'est d'éviter les déprogrammations. Et pourquoi déprogrammer malgré tous ces inconvénients que j'ai rappelés, c'est lorsque nous n'avons plus de capacité en soins critiques ou lorsque nous n'avons plus assez de produits d'anesthésiologie, curares, produits d'anesthésiologie, propofol, pour assurer une prise en charge et des patients Covid et des patients au bloc opératoire. Donc l'objectif du CHU, pour ne pas déprogrammer, ça a été d'augmenter les capacités en soins critiques et en réanimation, de recruter les professionnels, ce qu'il a pu faire pour armer ces lits supplémentaires, et enfin de régler le problème de la tension sur les produits d'anesthésie. Comment avons-nous fait ? Nous avons pu obtenir un statut proche de celui d'établissement pharmaceutique, c'est-à-dire que nous avons maintenant la capacité de mettre nous-mêmes en conditionnement l'ensemble des produits qui étaient en tension entre mars et juin nécessaires à la prise en charge réanimatoire, produits anesthésiques, curares, propofol, et d'assurer nous-mêmes la galénique, c'est-à-dire la mise en forme de ces produits au sein de notre pharmacie qui est habilitée comme 4 pharmacies de CHU en France et 4 seulement pour le faire. Et c'est évidemment une sécurité sur la prise en charge anesthésique réanimatoire de ces patients qui est très grande, car cela nous évite... Ce que vous nous expliquez, excusez-moi sans vouloir vous couper, c'est qu'aujourd'hui, les produits utilisés au service réanimation sont faits ici, au CHU ? Alors, ils ne sont pas produits ici en termes de matières premières, mais ils sont reconditionnés ici. Ils sont reconditionnés, d'accord. Sous vigilance et contrôle qualité de l'ANSM, ce qui nous évite d'engager les stocks de l'État qui sont réservés à d'autres structures, et ce qui nous donne une sécurité d'approvisionnement pour tous les patients, Covid et non-Covid. Non-Covid aussi. Il faut bien comprendre qu'encore une fois, la déprogrammation, avec tous les inconvénients et les détresses et les surmortalités dans les autres pathologies qu'elle génère, puisqu'on parle bien de surmortalité sur la période mars-juin dans d'autres secteurs d'activité que les patients Covid, tous ces inconvénients ont pour simple objectif, encore une fois, de réserver des lits de réanimation au profit des patients Covid dans leur forme grave, d'une part, et d'assurer une continuité d'approvisionnement sur ces produits, encore une fois, d'anesthésiologie. Donc si on est capable d'augmenter le capacitaire au fur et à mesure de l'accompagnement de la courbe épidémique Covid, d'une part, et d'assurer par une mise en forme galénique sur place de la production des produits qui nécessitent la prise en charge Covid, c'est-à-dire les curares et les produits d'anesthésie d'autre part, on règle les deux fondamentaux qui nous avaient obligés à suivre ce cadre national de déprogrammation dans la première période mars-juin. C'est évidemment là une atypie, puisque je vous l'ai dit, seules 5 pharmacies hospitalières le font actuellement, mais c'est une atypie qu'il faut consolider puisqu'elle nous permet, encore une fois, de maintenir à ce jour, il faut être prudent, à ce jour, au 15 octobre, une programmation complète de toutes les activités pour lesquelles un séjour hospitalier est réservé en chirurgie comme en médecine, et en même temps d'avoir des capacitaires pour les patients Covid dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Nicolas Best, d'avoir été avec nous ce lundi matin sur Objectif Gare. Merci, monsieur le directeur. Je vous en prie, et bonne visite dans nos services où vous verrez la qualité de ces prises en charge. Merci à vous.